Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un nouvel élément de notre petite histoire d'Hennebeau en temps de confinement. On va aujourd'hui parler du flamboyant XVIe siècle. Effectivement, c'est une période extrêmement importante dans l'histoire de la ville et qui débute bien, par un grand projet qui est la construction d'une chapelle dédiée à Notre-Dame. Notre-Dame de Paradis, chapelle qui est voulue par la communauté, notamment sous l'impulsion d'un personnage qui s'appelle François Michard. Ce personnage qui mourra en 1527 est extrêmement important. Il a été beaucoup remis en avant à la fin du 19e siècle par le chanoine Lemoine lorsqu'il écrit son histoire de la ville. Il a le double avantage, dit-on, il était maréchal Ferrand, donc il a le double avantage d'être en même temps un maréchal Ferrand, comme les gens comme le Haras qui vient de s'installer en 1860, et maréchal Ferrand, comme également quelqu'un qui travaille le métal et le fer, comme peuvent l'être les forgerons avec les forges qui viennent s'installer à Kerglau. Donc on voit aussi qu'à la fin du 19e siècle, ce personnage est extrêmement intéressant parce qu'il peut arriver à remplacer symboliquement totalement le Hennebontais. Alors, revenons au XVIe siècle. On a la construction de cette chapelle. Alors ça ne va pas se faire sans mal, puisque le recteur primitif, c'est-à-dire le curé principal d'Hennebont, c'est l'abbesse de la Joie. À l'époque, c'est Guillemette de Rivalin. Et au début, elle, ainsi que les pères Carmes, voient d'un mauvais œil la création de cet édifice cultuel. Néanmoins, l'édifice est construit. La consécration a lieu le 19 juin 1924. N'importe quoi, le 19 juin 1524, il faut bien sûr imaginer que lorsqu'on parle de consécration, c'est-à-dire qu'on veut dire que l'édifice est apte au culte. Mais c'est pas pour ça qu'il est terminé. L'important pour un édifice, c'est qu'il soit au moins clos et couvert. Et on sait très bien que dans le cadre d'édifice, on avait fait le chœur. Généralement, on commence par le chœur où se trouve l'autel, qui est la partie la plus sacrée de l'édifice. Et puis, on peut mettre une charpente provisoire ou encore une clôture de bois pour donner au moins un aspect clos et couvert au bâtiment pour pouvoir le consacrer. D'ailleurs, les dernières études de dendrochronologie, donc les études que l'on a fait de datation des bois de charpente, nous donnent une découpe des bois à l'automne 1592. Ce qui veut donc dire qu'on est assez proche de cette date de construction. Alors on sait qu'il était prévu une voûte qui n'a pas été faite. Est-ce qu'on a attendu des matériaux qu'on n'a pas eu, etc. Mais bon, le fait est, c'est que la construction de cet édifice est vraiment le début du XVIe siècle. Il va avoir une autre conséquence importante, c'est que on va avoir la création autour de cette chapelle d'un nouveau quartier. C'était déjà le cas, mais on va de plus en plus sortir de la ville close pour occuper les espaces extérieurs. On a alors évidemment cet édifice à empreinte à l'architecture gothique, des plus flamboyants, avec ces très grandes fenêtres, cette lumière qu'on veut faire rentrer à tout prix dans l'édifice, avec notamment ce très 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 beau chevet à pan coupé, où on n'a pas un chevet qui est plat, mais on a au contraire un chevet en tripartite, avec des verrières disposées ici, telles qu'on les retrouve primitivement à Saint-Christophe de Lorient, mais également à Saint-Yves-en-Bubry, à l'église de Bieuzy-les-Eaux, ou encore à Notre-Dame de Kelvin. Alors à l'origine, Notre-Dame de Paradis, ce n'est qu'une chapelle. Elle ne deviendra lieu de culte que beaucoup plus tard, autour des années 1570. Et ça se confirmera avec la ruine de l'église primitive, qui était l'église Saint-Gilles-Trémoec, qui se trouvait pas dans la ville close, mais un peu à l'extérieur, mais tout du moins à côté. Et là, lors des conflits des guerres de la Ligue à la fin du siècle, cette église sera détruite et Notre-Dame de Paradis deviendra l'église paroissiale. Évidemment, à cette époque, Notre-Dame de Joie, l'abbaye, a un rôle extrêmement important grâce à ses dons, aux dons et aux legs qu'elle reçoit, qui lui donnent des possessions. Elle possède également des moulins, des pêcheries, avec notamment, on connaît un peu cette histoire-là, avec les nombreux procès qui sont afférents à cette histoire. Les Carmes aussi
un couvent qui se trouve à la place, enfin qui a été remplacé par le lycée Notre-Dame-du-Vœu, hein, sont aussi des religieux extrêmement importants qui bénéficient des libéralités des familles qui l'entourent, qui se font enterrer à l'intérieur. Hein. Ils bénéficient aussi d'un droit particulier qu'on appelle le droit de guindage, c'est-à-dire qu'ils touchent un droit pour chaque tonneau qui arrive au port et en échange, ils doivent inhumer chrétiennement les noyés trouvés dans le Blavet. C'est également de la fin du XVIe siècle que datent les plus anciennes maisons de la ville, alors celles qui ont heureusement échappé au bombardement d'août 1944. Hein, je pense notamment dans la ville close, la fameuse maison du Sénéchal, près de la rue de la Paix. Hein, c'est la plus célèbre de nos maisons à pans de bois parce qu'on voit le pan de bois. Ses voisines sont également à pans de bois. On en a encore 4 dans la ville close, dont une qui date plutôt de 1632, donc on est déjà au XVIIe siècle. On a également, du côté de la vieille ville, une maison ancienne avec l'hôtel L'Ermite, hein, qui porte sur sa façade le millésime de 1580. Alors c'est un bâtiment un petit peu particulier parce que si la façade est bien de 1580, lorsque vous allez voir derrière, on est sur une maison des années 50, puisqu'en fait le bâtiment a été durement touché par les bombardements, mais on a conservé sa façade. On trouve également parmi les hôtels l'hôtel de Pitouay, rue des Lombards, hein, également du XVIe siècle, où on a aussi l'hôtel Saint-Georges, place Foch, celui qui était appelé l'hôtel ou la maison des bâtisseurs. Hein. On racontait que c'est ici qu'étaient logés les ouvriers qui avaient construit Notre-Dame de Paradis. Alors, à l'extérieur de la ville, on a d'autres bâtiments extrêmement intéressants. Hein, si on pense notamment au très beau manoir de Quérandré, juste derrière la gare, avec son très très bel escalier. Et puis, on a également le manoir de Port-en-Bas à Saint-Gilles, qui est aussi du XVIe siècle. Petit clin d'œil aussi de cette époque, petite sculpture qui représente l'Annonciation que l'on va trouver sur le pignon de la maison rue Docteur Thomas, hein, où on voit d'un côté la Vierge et l'enfant Jésus, qui sont sans doute... la Vierge et l'ange Gabriel, qui annoncent la naissance de l'enfant Jésus. C'est probablement des pièces qui proviennent d'un calvaire. Alors, au XVIe siècle, la ville d'Hennebont a 2 paroisses, Saint-Caradec, rive droite, hein, qui appartenait avant à Caudan, et puis évidemment Notre-Dame de Paradis. Saint-Gilles-des-Champs est une trève, c'est-à-dire une subdivision de paroisse, avec d'ailleurs une partie de Saint-Gilles qui dépend et qui appartient à Languidic. Sur le plan économique, Hennebont bénéficie de la vitalité du commerce maritime, notamment avec l'exportation des vins, hein, qui est la première ressource fiscale de la communauté de ville, et l'exportation vers l'Espagne, vers Nantes et vers Bordeaux de blé. La ville d'Hennebont est dirigée par une communauté de ville, hein, qui veille à ses intérêts. La fin du XVIe siècle est marquée par les derniers sièges que la ville connaîtra, qui sont liés à la guerre de la Ligue. Pour faire simple, la guerre de la Ligue, c'est un des derniers avatars des guerres de religion, hein, entre 1588 et 1598. Et le gouverneur de Bretagne, Philippe-Emmanuel de Mercœur, duc de Lorraine, eh bien, tente de raccrocher la ville à la Ligue, hein, c'est-à-dire à une branche, on va dire, un peu plus... extrémiste de l'Église catholique. Il refuse notamment l'accession d'Henri IV au trône et s'oppose bien évidemment fortement au protestantisme. Et en mai 1590, lors d'une attaque, la ville est prise par Henri de Montpensier, le prince de Dombes. Le duc de Mercœur, lui, décide de la reprendre. Il fait positionner 2 batteries de canons. Une côté vieille ville qui tire par-dessus le Blavet sur la porte d'en bas, et l'autre qui est tenue par les Espagnols qui sont alliés de Mercœur et qui tire vers la porte Broérec. Alors on a des textes, hein, on possède notamment le journal de Jérôme d'Arradon qui est le gouverneur de la ville et qui raconte, hein, un peu les sièges, évidemment en se donnant le beau rôle. Hein, il raconte que 500 boulets sont tirés par jour pendant 5 semaines,
que eh bien, lui, il se bat seul contre les ennemis sur le rempart effondré. Hein, donc, mais c'est tout néanmoins un document historique extrêmement intéressant que ce journal. Au final, le 22 décembre 1590, la ville se rend au sieur de Saint-Laurent. Elle paie 20 000 euros pardon, 20 000 euros, n'importe quoi. Elle paie 20 000 écus d'amende pour éviter que la ville ne soit pillée. Et puis on demande que les notables de la ville défilent avec les armes abaissées, les drapeaux abaissés également. Et Jérôme d'Arradon devient gouverneur de la ville pour la Ligue. Dans les années 60, lorsqu'on va dégager les ruines et qu'on va aménager les jardins au pied de l'enceinte, on va trouver 3 boulets qui datent sans doute de cette époque et qui ont été fichés dans la tour Saint-Nicolas, un peu en rappel de l'histoire de la ville. Alors évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ces événements causent la destruction de l'église Saint-Gilles-Trémoec, qui est à l'état de ruine et qui fait basculer Notre-Dame de Paradis véritablement dans son statut d'église paroissiale et donc crée un nouveau centre-ville à Hennebont. C'est également à cette période que l'on va aussi repenser la porte d'en bas, qui a été sans doute détruite, et qu'on va également doter l'angle sud-ouest de la ville d'un bastion. C'est cette espèce de tour en forme de pointe, hein, telle que vous les retrouvez à Port-Louis sur la citadelle, qui vont être placés en défense. Il y a de fortes chances que ce bastion ait remplacé une tour, et c'est peut-être même la tour de laquelle la légende dit Jeanne de Flandre guettait l'arrivée de ses alliés anglais. Peut-être qu'un jour des fouilles archéologiques nous feront apparaître ces substructures, mais en tout cas le bastion était présent à cet endroit-là. Hein, il y a 2 ans, on a mis au jour lors de travaux de voirie quelques éléments qui ont confirmé son tracé. Voilà, un petit tour au XVIe siècle pour l'histoire de la ville. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle période. Au revoir.